Nous avons maintenant collecté beaucoup d'informations, de données concernant l'expérience de nos utilisateurs. Par exemple, nous disposons maintenant de réponses de nos participants provenant de questionnaires. Nous avons mesuré leur performance à compléter différentes tâches durant l'utilisation de l'interface et nous avons peut-être même à notre disposition des données neurophysiologiques provenant d'outils tels qu'un oculomètre ou FaceReader. Nous sommes donc maintenant rendus à l'étape importante où il faut prendre toute cette information-là et la synthétiser, l'analyser, la valoriser afin de la convertir en recommandations concrètes concernant ces interfaces. L'outil le plus apte à faire ça, c'est l'analyse statistique. Il y a deux types d'analyse statistique que l'on peut effectuer. Il y a l'analyse descriptive et l'analyse statistique inférentielle. L'analyse descriptive, c'est une méthode plus classique, plus simple, qui consiste en fait à identifier les bons outils de visualisation et les bons indicateurs numériques afin de brosser le meilleur portrait des données collectées. Par outil de visualisation, on veut dire des graphiques simples tels que des histogrammes pour nos données quantitatives ou des diagrammes en cercle pour nos données qualitatives. Mais il y a aussi des outils de visualisation plus complexes tels que les Emotional Heat Maps, présentés lors d'une capsule précédente. Pour ce qui est des indicateurs numériques, on utilise des métriques connues telles que la moyenne, la médiane ou l'écart type. Ensuite, il y a l'analyse inférentielle qui est passablement plus complexe. Ce type d'analyse est nécessaire lorsque nous voulons comparer deux ou plusieurs groupes. Par groupe, on fait essentiellement allusion à trois choses. On peut parler de comparer différents groupes d'utilisateurs, par exemple les nouveaux clients versus les clients réguliers. On peut parler de comparer différentes tâches de la même interface selon une certaine métrique, ou carrément comparer différentes interfaces, ce qui est fréquemment appelé du A/B testing. L'idée consiste à déterminer si les différences que l'on voit entre ces groupes est significative. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment un groupe qui est différent des autres ou est-ce que cette petite différence que l'on observe est due au fait que nous travaillons avec un échantillon et non pas la population de tous nos utilisateurs? Pour faire de l'analyse inférentielle, il faut identifier les bons tests statistiques pour comparer nos groupes. Mais avant de parler de ça, il est important de revenir sur des éléments précis du design de notre expérience, de notre collecte de données, car plus notre expérience sera planifiée de façon efficace, plus nous allons être en mesure de déterminer si un groupe est significativement différent des autres. Par exemple, l'expérience des utilisateurs réguliers versus celle des nouveaux utilisateurs. Vous devez avoir ça en tête dès la planification de la collecte de données pour vous assurer d'avoir un échantillon où les deux groupes seront représentés également. Cela augmentera vos chances de pouvoir les comparer au moment de l'analyse inférentielle. Cela nous amène à l'épineuse question de la détermination de la taille de l'échantillon. Si je veux comparer des groupes, des tâches ou des interfaces, combien de sujets devrais-je m'assurer d'avoir dans mon échantillon? Malheureusement, il n'y a pas de chiffre magique. Plus on a de sujets dans notre échantillon, plus nous serons capables d'estimer précisément les différentes métriques qui nous intéressent et ainsi avoir des chances d'identifier des différences significatives. S'il y a une différence très forte entre les groupes que vous allez comparer, un échantillon de seulement 5 à 10 sujets risque fort d'être suffisant pour identifier ces différences. Par contre, il n'est pas rare d'avoir besoin d'une vingtaine de sujets afin d'être capable de pouvoir faire une différenciation lorsque les différences sont modérées. De plus, si l'écart est très petit entre les groupes, alors là, il est possible que nous ayons besoin de plus d'une centaine de sujets pour les comparer. Sauf qu'à ce moment-là, on peut se demander, si la différence entre les groupes est si faible, est-ce que c'est vraiment nécessaire de tenter de déterminer lequel est un tout petit peu meilleur que l'autre? Heureusement pour vous, il existe des façons de planifier votre expérimentation afin de maximiser la précision, la portée de vos résultats, même pour un nombre limité de sujets. Nous présenterons ici deux de ces façons, les expérimentations intra-sujets et le contrebalancement. Commençons par les expérimentations intra-sujets. Lorsque l'on veut comparer différentes tâches ou différentes interfaces, la meilleure stratégie consiste à faire en sorte que la même personne soit exposée à ces différentes tâches ou interfaces. Illustrons ça par un exemple dans un autre contexte. Imaginez que vous voulez déterminer si l'examen de mathématiques A est plus facile ou plus difficile que l'examen B. Il serait beaucoup plus logique de demander à une personne de faire les deux examens que de faire l'examen A à une personne et l'examen B à une autre.
Si nous observons une grosse différence entre les examens dans le second cas, est-ce que c'est parce qu'un examen est vraiment plus difficile que l'autre ou c'est tout simplement qu'une de ces personnes est moins compétente dans le domaine évalué? La même logique s'applique en UX. Il y a cependant deux situations où ce type d'expérimentation devient moins performante. Si cela rend l'expérience trop longue pour un sujet ou si l'effet d'apprentissage d'une condition à l'autre devient beaucoup trop grand. Il s'agit ici d'une belle illustration rappelant l'importance de faire un pré-test avec quelques sujets avant de démarrer la vraie expérimentation. S'entretenir avec des utilisateurs impliqués dans un pré-test nous aidera à savoir si l'expérimentation est trop longue ou si l'effet d'apprentissage est trop grand. Parlons maintenant brièvement du contrebalancement. Lors d'une expérimentation, un très grand nombre de facteurs, souvent inconnus, peuvent avoir un effet marqué sur nos résultats. Une bonne façon d'éliminer plusieurs de ces effets est de contrebalancer nos expérimentations. Cela veut dire que si une personne doit faire plusieurs tâches ou évaluer plusieurs interfaces, l'ordre selon lequel cette personne voit les tâches ou les interfaces va être contrebalancé d'un sujet à l'autre. Cela va par exemple nous aider à diminuer l'effet d'apprentissage mentionné précédemment. De plus, lorsque nous voulons comparer deux ou plusieurs groupes d'individus, il est important de ne pas collecter les données pour un groupe et ensuite de collecter les données pour les groupes subséquents. Les sujets des différents groupes doivent absolument être mesurés en alternance. Imaginez par exemple que les gens du groupe A sont évalués le lundi et les gens du groupe B le mardi, et que le lundi était une journée très belle, très ensoleillée, alors que le lendemain était une journée froide et maussade. Il est possible que la météo puisse avoir un impact sur l'évaluation que les utilisateurs vont faire de vos interfaces. Il existe plusieurs exemples de la sorte et celui-ci vous montre comment faire une expérimentation contrebalancée pour éliminer beaucoup de facteurs auxquels nous n'avions même pas pensé au préalable. Cela termine cette introduction à l'analyse des résultats. Au prochain module, nous présenterons différents tests statistiques utiles en UX et nous discuterons de la façon de les interpréter.